Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors pour faire suite à la vidéo unboxing et après 2 semaines d'utilisation, on va voir aujourd'hui ce que je pense du Huawei Mate 40 Pro. Donc ici c'est un téléphone un petit peu différent de ceux que j'ai testés jusqu'à présent parce que certes on est sur un téléphone Android, par contre on va pas avoir les services Google, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu l'acheter et le tester par moi-même pour voir un petit peu ce que ça donnait. On reviendra un petit peu plus en détail sur cette partie-là plus loin dans la vidéo. Si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne, pensez à aller voir les autres vidéos et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Sur la chaîne, je vais vous parler de tout ce qui est produits high-tech de marque chinoise principalement, mais avec quelques exceptions. Je vous ai présenté des tablettes Samsung, dernièrement je vous parle aussi du casque Oculus Quest 2, donc il y a pas mal de choses différentes qui restent sur le thème de la high-tech. Alors pour rappel, j'ai acheté ce smartphone sur le site Trading Shenzhen, donc il coûte 1097 € sur ce site-là pour la version 8 Go et 256 Go de stockage. Alors je parle directement du prix parce qu'ici on est sur un téléphone qui coûte assez cher. Moi en dehors de la chaîne, je ne mettrai jamais 1000 € dans un téléphone. Un téléphone à 200 € me suffit largement, mais c'est pas forcément le sujet de cette vidéo-là. En tout cas, si on décide de mettre 1000 € dans un téléphone, on attend à ce qu'il soit vraiment très bon. Alors est-ce que le Huawei l'est? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors niveau design, on a tout de suite un sentiment de téléphone haut de gamme. Les reflets ils sont magnifiques dessus sur cette version Silver. Alors j'espère que ça se verra bien sur l'écran, mais en vrai ça rend vraiment très bien. Les capteurs sont disposés en forme de cercle, ça on aime ou pas. Moi je trouve ça plutôt sympa, c'est en fonction des goûts. Au niveau des dimensions, on va avoir un téléphone qui mesure 75,5 mm sur 162,9 sur 9 mm d'épaisseur pour un poids d'environ 212 grammes. Le téléphone est IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. On retrouve un haut-parleur sur le dessous et un au-dessus, un port USB-C pour la recharge et le compartiment Dual SIM en dessous. Sur le côté, on retrouve les boutons Power et Volume plus bas que ce qu'on a habituellement pour permettre à l'écran de descendre encore plus bas. À l'usage, on s'y fait vite et ça pose pas de soucis. Pour l'écran, on a un écran OLED de 6 pouces 76 incurvé à 88 degrés. C'est un écran horizon comme il est appelé chez Huawei. Il arrive avec une protection d'écran déjà installée. L'écran est vraiment très joli. On retrouve dans la partie en haut à gauche le capteur selfie Ultra Vision de 13 mégapixels ainsi que le capteur à détection de profondeur 3D pour le déverrouillage facial. On va avoir un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz, un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 240 Hz. Pour la résolution, on est sur de la Full HD+, avec 2772 sur 1344 pixels. A noter qu'on a plusieurs options disponibles qui permettent de baisser la résolution ou d'avoir une résolution intelligente pour économiser de la batterie. On va avoir la même chose pour la partie taux de rafraîchissement pour avoir quelque chose qui s'adapte à l'usage. On peut bien sûr en changer les couleurs de l'écran pour l'adapter à ce qu'on aime. Moi je suis passé sur le mode couleur vif dans mon cas. On a aussi un mode de confort pour la lumière bleue. On a aussi l'anti-scintillement si c'est quelque chose qui vous gêne. Donc pas mal de petites options de personnalisation. Autre point assez sympa, maintenant il y a pas mal de téléphones qui ont l'Always On Display. Ici on va avoir ça mais avec le Eye Contact. Ce qui veut dire que si on ne regarde pas l'écran, l'écran reste noir et dès qu'on va regarder, donc tourner son visage vers l'écran, l'écran va s'allumer. Donc c'est plutôt sympa et ça permet d'économiser aussi de la batterie. On a tout un tas de thèmes gratuits ou payants qui vont permettre de personnaliser cet affichage. Alors bien sûr, si votre téléphone est près de votre bureau et que vous tournez souvent la tête dans cette direction, il va s'allumer beaucoup plus souvent. Donc il peut être intéressant de le pousser un petit peu pour éviter qu'il s'allume toute la journée. Alors une fois le téléphone en main, on peut venir le déverrouiller par empreinte digitale, qui est très rapide, mais vu qu'on a un capteur de profondeur 3D, autant utiliser la reconnaissance faciale et qui va encore plus vite. Niveau puissance, ici on a un processeur Kirin 9000 5G 3,13 GHz gravé en 5 nanomètres avec 8 Go de RAM et le téléphone tourne sur MIUI 11 qui est basé sur Android 10. Pour la partie GPU, on va avoir un Mali G78 et une puce NPU Dual Bicore et Tiny Core qui va venir appliquer des fonctions sur la partie photo, sur la partie contrôle gestuel, la reconnaissance faciale et d'autres encore. Alors avec autant de puissance, autant vous dire qu'on n'a vraiment aucun ralentissement quand on se déplace dans les menus, quand on ouvre l'appareil photo, quand on navigue, etc. Au niveau des benchmarks, on obtient 642 240 sur AnTuTu, ce qui le place premier du classement, et 9178 sur PCMark. Alors avec un téléphone aussi puissant, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une diagonale de 6 pouces 76, on pourrait se dire qu'on a un téléphone super adapté pour jouer aux jeux vidéo. Alors dans l'idée, oui,
Dans la pratique, ça dépend un petit peu parce que c'est l'un des premiers soucis qu'on va rencontrer suite au manque de service Google, c'est que certains jeux ne se lanceront pas, tout simplement parce que sans le service Google, ils ne fonctionneront pas, ce qui est un peu dommage quand on a un téléphone qui coûte 1000 euros et qu'on voudrait pouvoir jouer au jeu avec, sachant qu'il a la puissance pour les faire tourner. Alors j'ai quand même réussi à jouer à Call of Duty Mobile en passant par une APK. On va pouvoir mettre les graphismes sur très élevé et pareil au niveau de la fréquence de rafraîchissement. Donc là ça fait quand même plaisir de pouvoir y jouer et de voir que les performances sont adaptées. J'ai pu installer Fortnite vu que celui-ci est disponible via l'application Epic Games. Donc je me suis dit cool, au moins là on n'aura pas de soucis vu que c'est pas lié à Google. Il y a quand même eu un pop-up qui me disait que l'appareil n'était pas officiellement supporté. Et en effet, quand on va dans les paramètres graphiques, on ne peut pas mettre autre chose que faible dans les paramètres, ce qui est un peu frustrant quand on a un téléphone si puissant. Alors, est-ce qu'il deviendra officiellement supporté par la suite? Peut-être, je ne sais pas. Il y a quelques jeux qui sont présents dans l'app galerie de Huawei, mais c'est vraiment léger. J'ai par contre pu jouer à Asphalt 9 car il est dispo dessus, à Free Fire aussi, donc il y a quand même quelques jeux qui sont disponibles, d'autres qu'on peut installer en passant par les APK, mais c'est vrai que c'est pas forcément garanti que le jeu auquel vous avez l'habitude de jouer sera disponible et fonctionnera correctement dessus. Malheureusement, il faut venir tester pour voir ça. Alors pour le multimédia, ça va être le même problème. Par défaut, on ne devrait pas avoir de YouTube, pas de Netflix qui n'est pas dispo sur l'app galerie. On va pas avoir Disney Plus non plus, si je ne me trompe pas. On peut passer par les APK, c'est ce que j'ai fait par exemple pour Netflix. En installant l'APK, par contre, je me suis vite rendu compte qu'au niveau du Widevine, la certification était en L3, ce qui fait qu'on pourra lire les vidéos qu'en SD et non pas en Full HD, ce qui est un peu dommage vu la diagonale de l'écran. Pour YouTube, vous pouvez faire autrement en passant par YouTube Vanced. C'est une application YouTube qu'on va pouvoir installer via l'APK qui va vous permettre d'avoir la même interface que YouTube, de connecter votre compte, etc. Sauf que du coup, ça marche sans les services Google, pour ce smartphone en tout cas. L'autre avantage, c'est que si je ne me trompe pas, on n'a pas non plus de publicité en passant là-dessus. Donc c'est plutôt pratique et ça permet aussi de l'utiliser en mode quand on éteint l'écran et sans avoir à payer YouTube Premium. Donc ça c'est un petit plus. Et on peut aussi avoir la résolution en Full HD dessus. Voici d'ailleurs un petit exemple qui vous montre ce que donnent les haut-parleurs stéréo sur ce smartphone. Le jeu qui est recommandé pour l'Oculus Quest 2, c'est le jeu Walking Dead. Et aujourd'hui on va donc voir un petit peu le gameplay de ce jeu-là. Donc je vous montrerai pas une mission qui révèle des détails de l'histoire pour que vous puissiez... Pour la partie recharge autonomie, ici on va avoir un chargeur de 66 watts qui est fourni avec le smartphone, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on va pouvoir le recharger de 0% à 100% en 40 minutes environ. J'ai fait le test en déchargeant complètement le téléphone, donc ça va assez vite pour le recharger puisque vous n'allez pas arriver à 0 avant de commencer à le charger, donc si vous attendez d'être autour des 20%, vous pouvez repartir pour une journée très facilement. On va aussi avoir une batterie de 4400 mAh. Ici, j'ai pu la tester aussi avec l'application PCMark qui va venir simuler une utilisation pour passer la batterie de 100% à 20% et j'ai obtenu un score de 10 heures, ce qui est plutôt pas mal en sachant qu'on va venir le recharger très vite derrière. Alors pour la partie photo-vidéo qui est un gros point fort de Huawei, on va avoir un capteur ultra vision de 50 mégapixels, un grand angle, un capteur 20 mégapixels ultra grand angle, un capteur téléphoto de 12 mégapixels et un capteur de mise au point laser. Sur le téléphoto, on va avoir aussi un zoom optique 5 fois et un zoom hybride 10 fois et même un zoom numérique 50 fois. Alors jusqu'à x10, les images sont vraiment bonnes et utilisables. Au-delà, c'est pas forcément la peine car on pourra rien en faire. Et à part pour zoomer et essayer de voir quelque chose qui est très loin, ou juste pour le voir, ça n'aura pas plus d'intérêt que ça. On va avoir pas mal de modes différents en photo et en vidéo qui sont disponibles. Ici, on n'est vraiment pas déçu sur la qualité des photos des différents capteurs. On va avoir un mode story, un mode fonctionnalité de suivi que je vous remontre en vidéo. Les fonctionnalités de stabilisation, là aussi très bonnes. On va avoir des modes time-lapse, un mode aussi macro, un mode portrait, des modes ralentis. Alors je vous mets tout ça au fur et à mesure, pas forcément dans l'ordre que je vous le dis. On va aussi avoir par exemple des modes de light painting que j'ai testé qui marchaient plutôt pas mal. Il y a aussi un mode étoile qu'on pourra utiliser de la même façon. Là j'ai pas eu l'occasion parce que le temps ne le permettait pas, mais je pense que les résultats devraient être aussi assez agréables à voir. Autre point sympa, c'est qu'on va pouvoir filmer jusqu'en 4K 60 fps, mais aussi sur le capteur selfie, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est plutôt pas mal si vous l'utilisez pour vlogger, faire quelque chose comme ça, où vous avez besoin de vous voir dans l'écran. Donc là aussi c'est un avantage, surtout que l'écran est assez grand, donc on pourra se voir facilement et avoir quand même une très bonne qualité d'image. Autre point sympa sur ce capteur selfie, c'est qu'ici on a un grand angle, donc ce qui est plutôt pratique parce que du coup vous allez pouvoir mettre plus de personnes dans le cadre
en n'ayant pas besoin forcément de tenir votre téléphone très loin. Donc c'est plutôt une chose sympa. On peut revenir aussi en zoomant dans l'image hein, si jamais vous voulez pas avoir quelque chose de trop large. Donc c'est plutôt pratique et c'est quelque chose qui est plutôt bien pensé parce qu'en général quand on est plusieurs à faire un selfie, bah, c'est pas forcément évident de trouver la bonne façon de se mettre pour avoir tout le monde dedans. Alors pour la partie vidéo, je vous remets aussi quelques extraits que j'ai tournés avec. Alors j'ai aussi testé la fonctionnalité de tracking hein, qui vient en fait suivre le sujet dans l'image et recadrer directement en live. Je ne sais pas si forcément quelque chose qu'on va beaucoup utiliser, mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donne. Alors ici, forcément, je ne suis pas déçu de la qualité. Pour mettre les choses en perspective, c'est le premier téléphone aussi cher que je teste, le premier Huawei aussi. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément de point de comparaison, jamais testé la vidéo, la photo côté iPhone ou autre pour vraiment vous dire est-ce que c'est mieux ou pas. En tout cas ici, les notes qui sont données par DxOMark et les autres tests ne sont pas volées. Hein. Forcément ici on a un très bon téléphone sur la partie photo, vidéo et même tout le reste d'ailleurs. Mais c'est vrai que là c'est quelque chose vraiment qui ne déçoit pas. Alors, autre plus sympa sur le Huawei, on va aussi avoir des raccourcis et des gestes qui vous permettent d'avoir certaines fonctions. Grâce à cela, par exemple, on va cogner 2 fois dessus pour lancer un enregistrement vidéo et une fois pour prendre une capture d'écran. C'est plutôt amusant. On va pouvoir décrocher automatiquement en mettant son smartphone à l'oreille en cas d'appel. Dans le menu IntelliSense, on va pouvoir, en plus du High Display, baisser le son de la sonnerie quand on regarde le téléphone en cas d'appel, utiliser des gestes de contrôle pour naviguer, pour prendre une capture d'écran, pour mettre de la musique en pause. Par exemple, quand on a les mains sales, on n'a pas besoin de toucher l'écran. On va aussi avoir du multi-fenêtre, facilement utilisable grâce à un dock sur le côté droit, nous permettant d'avoir plusieurs fenêtres en parallèle. Ici, on a un téléphone 5G, on a du Wi-Fi 6, on va aussi avoir des fonctions où, par exemple, si jamais la qualité est meilleure sur le réseau mobile ou sur le Wi-Fi, le téléphone va automatiquement switcher entre les deux, ou si vous avez 2 cartes SIM. Ici, on a pas mal de petits avantages comme ça. Encore plus si vous avez aussi déjà d'autres appareils Huawei. Si par exemple vous avez un ordinateur, vous allez pouvoir toucher l'ordinateur avec et le NFC va le détecter, s'appareiller avec l'ordinateur. Vous allez pouvoir aussi partager des fichiers très facilement entre l'ordinateur et le téléphone, voire même contrôler le téléphone depuis l'ordinateur. Alors moi j'ai pas d'ordinateur de la marque, donc j'ai pas pu tester ces fonctionnalités, mais je pense que quand on a plusieurs produits, ça permet vraiment d'avoir un écosystème agréable à utiliser et d'avoir quelque chose de très fluide à l'utilisation. Alors comme on l'a évoqué, ici on n'a pas de service Google d'installer sur ce smartphone, ça veut dire pas de Gmail, pas de Maps, pas de Google Drive, pas mal de jeux ou d'applications qui tournent grâce au Google Play Store ou au service Google pour avoir utilisé Maps à l'intérieur, des choses comme ça. Quand je l'ai reçu, il était installé Google Play Store, ça doit être Trading Shenzhen qui l'avait installé, sauf que je me suis vite rendu compte que ça ne marchait pas finalement, donc c'était un petit peu décevant. J'ai cherché sur internet s'il n'y avait pas des solutions pour réinstaller toutes ces fonctions. Malheureusement, toutes les solutions existantes jusqu'à présent fonctionnaient pour les versions avant MIUI 11 si je ne me trompe pas, donc ça marchait pas sur celui-là. Il y avait quelques techniques que j'avais trouvées où on pouvait démarrer une machine virtuelle sur un vieil Android qui tournait dessus pour accéder à certaines applications, ce qui me semblait un petit peu du bricolage. Surtout sur un téléphone à 1000 euros, vous ne voyez pas forcément faire tout ça. Donc j'ai plutôt regardé du côté des alternatives, qu'est-ce qui existait. Bien entendu, on n'est pas obligé d'utiliser Google Drive, Gmail, etc. On peut par exemple se tourner vers Outlook, qui fait à peu près la même chose avec OneDrive, Outlook.com, on va avoir son calendrier à l'intérieur, ses emails. Par contre, comment on fait pour l'installer sans avoir le Play Store? Alors déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est utiliser l'App Gallery de Huawei, qui doit remplacer en fait le Play Store. Malheureusement, il n'y a pas toutes les applications disponibles dessus, car il faut que des développeurs adaptent leur application à ce fonctionnement sans Google et les rendent disponibles. Certaines applis sont donc pas du tout disponibles, d'autres sont dispo avec la mention PWA qui en fait permet d'être redirigé vers la page web plus rapidement, par exemple Gmail, mais on va pas avoir les fonctionnalités d'une application malheureusement avec les notifications. Pareil pour mes applis bancaires, ça renvoie vers la page web de la Société Générale, donc je ne vais pas pouvoir recevoir notification si je dois valider un paiement ou quelque chose comme ça. Alors l'autre solution, c'est d'utiliser Petal Search de Huawei qui va en fait vous renvoyer vers des sites de téléchargement de fichiers APK, genre APK Mirror, et vous permettre d'installer pratiquement tout par ici. Malheureusement, en passant par cette méthode, on n'est pas forcément sûr que le fichier APK est sans risque, qu'il n'a pas été modifié, et je ne me vois pas forcément utiliser cette méthode pour entrer mes identifiants de banque ou quelque chose qui soit assez important.
Alors il y a une autre solution que j'ai découvert un petit peu après en regardant une vidéo d'un youtubeur anglais qui s'appelle SuperSaf. C'est le Phone Clone, donc c'est une application de Huawei qui est disponible sur le Huawei et qu'on peut venir installer sur un autre téléphone Android et je pense iOS aussi. Et en fait j'avais pas pensé mais cette application permet par exemple de transférer les photos, les contacts, mais on peut aussi transférer des applis, ce qui permet d'avoir toutes ces anciennes applis sur son ancien Android vers le nouveau Huawei et du coup avoir beaucoup moins de soucis. Donc j'ai eu par exemple mes applis bancaires qui se sont installées, Call of Duty Mobile qui plantait via une APK qui a pu être installé correctement de cette façon-là. Bon, maintenant on a quand même certaines applis qui se sont installées mais qui ne veulent pas s'ouvrir, par exemple Booking, Waze et d'autres. Alors effectivement, donc il y a certaines applications qu'on arrive à réinstaller de cette façon-là, d'autres non, d'autres s'installent mais ne s'ouvrent pas, donc c'est quand même contraignant et on ne peut pas dire que tout fonctionne comme ça le devrait. Et il y a d'autres soucis, c'est que si vous avez acheté des applications sur le Play Store, vous n'allez peut-être pas pouvoir les réutiliser sur le nouveau téléphone. Donc par exemple, moi j'ai acheté l'application Filmic Pro qui permet d'avoir plus de contrôle sur la caméra de l'appareil, sauf que comme je l'ai acheté sur le Play Store, j'ai pas pu le réinstaller sur le Huawei. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup je perds certaines applis que j'avais achetées précédemment. Alors pour conclure, vous l'aurez compris, ici on a un super téléphone au niveau du design, au niveau de la puissance, au niveau de la partie photo, au niveau des petites touches Huawei en plus, le eye contact, la reconnaissance 3D. On a finalement tout ce qu'on recherche dans un téléphone haut de gamme. Et le seul gros souci, c'est le manque de service Google, ou plutôt le manque d'alternatives proposées par Huawei pour le moment. Car là on est obligé de télécharger des fichiers APK pour installer toutes les applications dont on aurait besoin. Alors ça pose forcément des soucis de sécurité, parce qu'on n'est pas vraiment sûr de où on prend ce fichier APK, même si des sites sont réputés pour ça, on n'est pas à l'abri d'avoir un problème comparé au Play Store. On va aussi avoir le souci de trouver tout simplement le fichier qu'on veut, parce qu'il y a plein de fichiers disponibles sur ces sites-là, donc c'est même pas juste le côté sécurité, c'est le côté aussi de trouver le fichier qu'on veut, et c'est pas tout le monde qui a envie de prendre la tête à chercher un fichier APK correspondant au bon modèle et ce genre de choses-là, et encore faut connaître et savoir que ça existe. En plus de ça, certaines applications, même installées grâce à cela, ne fonctionnent pas correctement, alors autant passer de Gmail à Outlook, ça me dérange pas, autant ne pas pouvoir utiliser le système de GPS Waze parce que ça marche pas, c'est dommage de devoir autant s'adapter à ce téléphone, alors que c'est plutôt l'inverse, normalement c'est le téléphone qui doit s'adapter à nous et à nos besoins. Donc là effectivement sur un téléphone à ce prix-là, c'est un petit peu dommage. Maintenant c'est vrai qu'avec l'application Phone Clone que j'ai découvert un petit peu après, ça nuance un peu mes propos parce que ça m'a permis d'installer beaucoup plus de choses, mais on avait quand même des applications qui plantent, même si ça facilite l'installation de toutes ces applis. Alors autant si j'avais acheté ce téléphone en Chine pour pas très cher, ça me dérangerait pas forcément de devoir bricoler un petit peu pour le faire fonctionner correctement. Ici sur un téléphone qui coûte 1200 € en France, c'est quand même dommage de devoir autant bricoler pour le faire fonctionner et pas complètement non plus. Alors maintenant c'est un téléphone qui pourrait très bien me convenir. Moi j'utilise deux téléphones en général, j'en ai mon téléphone principal et un téléphone à côté pour recevoir mes appels ou les mails etc. liés à la chaîne YouTube. Donc je pourrais très bien utiliser les services Google sur mon deuxième téléphone et utiliser ce téléphone principal, ce qui serait pratique pour la partie photo-vidéo. Parce que là par exemple en partant une semaine en vacances, je pourrais très bien emmener ce téléphone, vous faire des vidéos sur place sans forcément que la qualité diminue beaucoup par rapport à mon appareil photo habituel et ça serait vraiment très agréable à utiliser pour cette partie-là sans compter le côté agréable à l'utilisation de ce côté premium. Alors tout n'est pas perdu pour autant parce que Huawei va sortir son propre système d'exploitation début de l'année prochaine. Ce téléphone va être un des premiers à le recevoir, donc on pourra faire la mise à jour vers ce système d'exploitation. Maintenant ça ne veut pas dire que dès que le système sera disponible, que tous ces problèmes seront plus présents parce que ça n'empêchera pas, a priori, de ne pas avoir Google d'installer dessus. Tous les services ne seront pas là, donc ça sera un petit peu la même chose pour tout ce qui est application. Tant que les gens ne vont pas développer des applications pour leur système. Donc c'est pas dit que dans un futur proche, la situation s'améliore. Donc on verra un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est vraiment frustrant d'avoir un téléphone aussi bien et que finalement, le simple fait d'enlever ces services Google diminue son utilisation et finalement ce qu'on peut faire avec et en profiter pleinement, parce qu'on ne va pas pouvoir utiliser ce téléphone en Full HD sur Netflix, on va pas pouvoir jouer à tous les jeux, on va pas pouvoir installer toutes les applications. Voilà, donc c'était pas forcément une très grosse surprise. J'avais déjà lu des tests là-dessus, regardé des vidéos sur le manque de services Google. Effectivement, j'espérais pouvoir m'en passer,
Malheureusement, bah, ça ne sera pas le cas pour moi. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans cette vidéo. Est-ce que vous aussi, vous avez des téléphones Huawei sans les services Google? Est-ce que ça vous pose des gros soucis? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous dérangerait ou pas? Donc dites-le moi en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.